Merci Guillaume de nous accorder un peu de temps sur RMC Sport. On se retrouve ici en Bulgarie, à Sofia. Alors en Bulgarie chez toi, à Sofia pas tout à fait, mais voilà, tu connais très bien cette capitale bulgare. Pour un nouveau camp d'entraînement. Alors il y aura deux camps ce mois-ci, le camp de Benoît professionnel et le camp amateur de la BTT. Raconte-nous un peu cette organisation qui doit être intense. Alors effectivement, c'est beaucoup de travail. Le camp de Benoît, en fait, s'est organisé naturellement. Lui voulait venir ici pour travailler sa lutte. À l'origine, quand on a travaillé pour le camp d'entraînement ici, il n'y avait pas encore de date de combat ou d'adversaire. Donc il est vraiment venu pour travailler sa lutte. Et puis les choses se sont accélérées, comme vous le savez, quelques jours après, parce qu'on a commencé à travailler sur le projet du combat contre Poirier, qui s'est concrétisé. Donc maintenant, ça s'est transformé en camp d'entraînement ici en Bulgarie. Donc 3 semaines pour Benoît jusqu'au 22 février. Ensuite, il va rentrer se reposer un petit peu avant le départ pour Miami. Alors la Bulgarie, tu y habites depuis longtemps. C'est un pays que les gens ne connaissent pas forcément. C'est un pays aussi de sportifs, notamment sur les sports de force et les sports de combat. Il y a énormément de bons sparring, on le voit. C'est quelque chose que Benoît aussi veut aller chercher. Tout à fait. Si j'avais l'occasion, en fait, je te retournerai la caméra pour que tu puisses répondre à la question. Tu pourras me confirmer certainement que les combattants ici ont un gros niveau de lutte. Ils ont un gros niveau de lutte, ils sont aussi très volontaires, ils sont très durs au mal. En fait, il y a ce paradoxe où nous, en France, on est d'excellents strikers, avec peut-être certaines lacunes en lutte, et eux sont tout le contraire, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont d'excellents lutteurs, avec des petites lacunes, je dirais, en striking. Donc le mélange des deux, il est hyper intéressant pour tout le monde. C'est un système d'échange franco-bulgare qui fonctionne super bien. On fait ça maintenant depuis 5 ans. Et voilà, tout se passe très bien, on s'entend très bien, on travaille très bien, et voilà, pourvu que ça dure. Ouais, et puis en plus, vous avez aussi d'installations sympas dans la salle. Alors d'extérieur, c'est vrai que quand on drone ou quand tu filmes, tu dis, bah, c'est un peu ghetto ici. Mais en fait, pas du tout. Vous avez aussi des bonnes installations et vous restez en petit comité, j'ai envie de dire. C'est pas les grosses gyms américaines ou à Dubaï. En ce moment, il y a un exil de certains camps d'entraînement, peut-être un peu plus familial ici. Alors c'est vrai qu'ici au premier abord c'est un peu particulier, il y a des restes du régime communiste où les bâtiments ne sont pas tout à fait neufs et c'est vrai que d'extérieur c'est une sensation étrange, mais en fait quand tu prends le temps de bien regarder, on a des infrastructures qui sont absolument exceptionnelles. On a un investisseur ici qui a investi beaucoup d'argent pour le bâtiment, pour créer une équipe, pour créer un environnement qui fait que chacun puisse progresser. C'est vraiment réservé, tu vois, c'est du privé en fait, c'est comme de l'entraînement privé, c'est-à-dire que comme tu l'as remarqué, il n'y a pas une centaine de personnes qui s'entraînent d'un seul coup, c'est vraiment par petits groupes, ils passent du temps avec un coach, les coachs prennent le temps de montrer les techniques, etc. C'est vraiment fait pour du perfectionnement, tu vois, c'est vraiment pas fait pour faire du chiffre, qu'il y ait plein de monde, plein la salle, non, non, c'est vraiment... Comme parfois les gyms américaines peuvent faire en fait. Alors justement, c'est le défaut qu'on peut retrouver aux États-Unis, c'est qu'en fait, il n'y a plus de place dans la salle. C'est que malheureusement, les coachs n'ont pas le temps d'observer ce qui se passe de chaque côté parce qu'il y a trop de monde. On montre une technique, chacun reproduit comme il peut. Sauf qu'ici, on montre une technique et on prend le temps de vérifier que chacun la reproduise comme il le faut. Donc Benoît devait venir ici pour de la lutte. Il y a eu un camp d'entraînement. Il va affronter un gaucher, Dustin Poirier. On voit qu'il se part face à des bons gauchers, plutôt des très bons gauchers. C'était une demande aussi, Benoît, d'essayer que tu trouves des gauchers. Bien sûr, comme tu le sais, quand on prépare un combat, on essaie de trouver des sparring qui sont le plus rapprochés au style de l'adversaire. Donc on a trouvé de bons gauchers. On a Marian Dimitrov qui justement va combattre sur le tournoi du PFL le 7 mars à Paris, qui est gaucher. On a Abu Tunkara qui va nous rejoindre. On a Ilyes Giroun. On a Barry Sadigüzel aussi qui va nous rejoindre. Donc beaucoup de gauchers. On a fait en sorte que Benoît puisse se préparer dans les meilleures conditions, qu'il puisse préparer ses combinaisons et voir ce qui rentre contre des gauchers. Et vous le verrez sur les caméras d'RMC, je crois qu'il y a eu de belles choses qui ont été filmées et je crois qu'on a un Benoît qui est en pleine forme et qui va encore nous surprendre le jour J. Ouais, alors c'est vrai que c'est Dustin Poirier, c'est une star de l'UFC au style très offensif, un mec debout avec ses poings, dur au mal. Euh, il va falloir voilà, travailler et Daniel fait beaucoup de changements de niveau, de travail pas que debout, parce que peut-être que la clé du combat elle sera là, ça va pas falloir aller le bagarre avec ce mec-là. Bien sûr, ça reste un combat, il peut tout arriver. En tout cas, ce que je peux vous garantir, c'est que Daniel travaille très dur avec Benoît pour vous offrir de belles surprises le jour J. Et on espère que les combinaisons qu'il travaille vont rentrer.
de ce qu'on voit tout de suite à l'entraînement. Ça devient aujourd'hui très instinctif en fait pour Benoît, à l'image de ce qu'il a pu faire contre Frévola. Voilà, il y a de belles choses qui se préparent et après la vérité est dans la cage, quoi. Benoît, si on suit toute sa carrière, il a une stratégie de call-out toujours des gros noms après ses combats, même quand il était au Brave, etc. Euh, et ça marche aujourd'hui. C'est une stratégie aussi peut-être que tu lui as conseillé, je sais pas. Pourquoi ça, vous avez décidé de faire ça et pourquoi ça marche? En fait, Benoît, il est sûr de ses forces. Il est sûr de son potentiel et de ce qu'il peut faire. Nous, notre travail à nous, c'est de l'accompagner dans son objectif, qui est du Graal, en fait, on ne va pas se mentir, hein. Lui, il recherche toujours plus haut et plus grand. Son objectif, c'est la ceinture de l'UFC. Nous, on est là pour l'accompagner. On met tout ce qu'on peut en œuvre pour aller le plus loin possible. Et oui, c'est une stratégie qui fonctionne parce qu'en fait, on part du principe, nous, notre team, que on n'a pas à avoir de complexe vis-à-vis des Américains ou de ce qu'ils peuvent faire. On fait aussi, nous, du très bon travail. On peut avoir un représentant français qui est champion de l'UFC. Il ne faut pas se priver de rêver grand et c'est ce qu'on fait et on espère que ça va nous emmener loin. Depuis cette annonce de Dustin Poirier, je pense qu'il y a eu des sollicitations médiatiques de fou. Est-ce que tu les as comptées? Est-ce que tu as vu l'emballement qu'il y a eu autour de ce combat-là? En fait, comme j'ai pas honte de dire, moi je grandis en même temps que Benoît. C'est-à-dire que moi, mon expérience évolue au fur et à mesure des années avec lui. Et là, pour le coup, j'ai vu pour la première fois de ma vie l'engouement et l'emballement du fait d'affronter une grande star de l'UFC. Ça a été un choc, ça a été absolument n'importe quoi pendant quelques jours. Il y a beaucoup de demandes, effectivement. Benoît est en train de rentrer aujourd'hui dans une autre sphère du MMA, dans le cercle fermé des stars du combat. Et oui, on voit la différence, effectivement. Ça n'a rien à voir avec les sollicitations habituelles. Toi, tu es un fan de sport de combat, un fan de MMA aussi. Dustin Poirier, ça représente quoi pour toi? Est-ce que ça a été un gars que tu suivais beaucoup, que tu aimais bien, une inspiration, je sais pas? Alors, il faudra montrer ces images à Benoît après le combat, mais évidemment, on ne va pas se mentir, affronter Dustin Poirier, c'est quelque chose d'incroyable. Il y a encore 5 ans, vous savez, jour pour jour, Benoît a fait son premier combat professionnel il y a 5 ans, en février 2019. Il y a 5 ans, on ne pouvait pas imaginer ce qu'on allait vivre là maintenant. Quand on parlait de Poirier il y a 5 ans, pour nous, c'était une légende vivante du sport. Aujourd'hui, on va l'affronter. On n'a pas volé notre place. Tout le monde a travaillé très dur. Benoît a performé, Benoît a fait le travail. Il faut y aller sans complexe. Et voilà, c'est ce qu'on va tenter de faire le 9 mars. Et c'est vrai qu'il y a un an, jour pour jour, enfin peut-être pas jour pour jour, mais quasiment jour pour jour, on était là. Et puis après, il y a eu la blessure en France. Il y a eu Joe Solecki qui était un combat, voilà, un combat de classement, tranquille quoi. Finalement, ça s'est pas fait. Derrière, il y a eu 3 énormes victoires. On se dit que le destin et le travail, voilà, ça paie. En un an, tout le chemin accompli. Bien sûr, ce qui devait être à la base une mauvaise nouvelle, c'est-à-dire la blessure de Benoît, finalement, c'est presque transformé en un coup du destin parce que derrière, il y a une série de victoires, une série d'adversaires aussi qui l'ont fait briller, il faut être honnête. Il a su déjouer les pronostics. Quand on a annoncé le combat contre Bonfi, je crois que pas grand monde le donnait favori dans ce combat. Donc ouais, en fait, nous, on continue notre marche en avant sans, comment dirais-je, sans complexe. Et voilà, pour l'instant, ça nous réussit et on n'a aucune raison de changer quoi que ce soit. Dustin Poirier a été interviewé récemment par Ariel Helwani. Il a eu des mots très élogieux envers Benoît. C'est vrai que d'habitude, les gars du top 5, ils s'affrontent entre eux, quoi. Ils se font une boucherie entre eux, ils regardent pas en bas. Et Dustin a dit, moi, j'ai envie d'accepter par rapport à ce jeune qui monte. On a fait ça quand j'étais plus jeune. Je veux lui montrer aussi, viens voir si tu as le niveau, quoi. C'est admirable, non? Parce que la décision, au départ, personne ne la comprenait trop de Poirier. Je peux comprendre effectivement, quand il a reçu l'offre d'affronter Benoît Saint-Denis, au début, il pouvait être réticent ou quoi que ce soit. Et au nom de toute la team, vraiment, on veut remercier Dustin Poirier d'avoir accepté ce combat et justement de donner la chance à Benoît de briller. Et voilà, c'est tout à son honneur. On lui souhaite de toute façon un bon combat, on souhaite à tout le monde un bon combat. Nous, de notre côté, on se prépare dur parce qu'on veut justement honorer cette chance que d'affronter une légende vivante. Et la meilleure réponse qu'on puisse donner, c'est de faire un gros combat et c'est de faire une grosse guerre. Et Benoît a toutes les armes pour remporter ce combat. Une légende vivante, mais s'il perd par KO, est-ce qu'il peut arrêter sa carrière? Est-ce que ça, vous ne posez pas la question, je suppose, hein, mais c'est vrai qu'avec les 2 défaites qu'il a, c'est une possibilité. Justement, on ne s'est pas posé la question, mais on en a parlé pas plus tard que tout à l'heure avec la femme de Benoît, avec Laura, en se disant qu'une défaite de Dustin,
il va avoir du mal à se relever après ça, effectivement, parce qu'il va dégringoler dans les classements, il va certainement obtenir une place qu'il n'a pas eue depuis très longtemps. Ça pourrait être effectivement un coup très dur pour lui, mais voilà, je pense que c'est le sport. Le sport, les légendes s'affrontent entre elles jusqu'au moment où ils affrontent un petit jeune qui débarque. Et voilà l'image de ce qu'a pu faire Mbappé dans le football par exemple. Un petit jeune arrive et prend la place de la légende et la légende se poursuit à travers le nouveau. Et voilà, c'est le but du sport, c'est comme ça, il faut l'accepter. Et c'est le risque que prend Dustin en acceptant ce combat. Et ce combat-là, on a eu peur dernièrement qu'il n'ait pas lieu, hein. Il y a eu un emballement médiatique autour du tweet de Dustin Poirier. Et toi, tu étais très serein. Et pourtant, je pense que ton téléphone a beaucoup sonné. Et quelques heures après, le combat était maintenu en fait. Alors effectivement, oui, il y a eu beaucoup d'affolement autour de l'annulation, enfin de la supposée annulation. Je pense que c'était un mouvement stratégique de la part de Poirier qui très certainement n'a pas pu obtenir ce qu'il souhaitait lors des négociations. Il a trouvé une stratégie payante, je pense, pour obtenir ce qu'il voulait. Donc oui, ça s'est beaucoup affolé. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès lors qu'il a fait son tweet, moi j'avais un message du chef des matchmakers 10 minutes plus tard pour me rassurer et pour me dire tu t'inquiètes pas, tout est sous contrôle, il n'y a pas de quoi paniquer. Donc voilà, tout était sous contrôle. Je pense que c'est juste, on a affaire à quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui connaît les rouages du MMA, qui sait comment faire pour obtenir ce qu'il souhaite. Et je crois c'est un bon move hein, finalement, on ne peut pas lui reprocher ça, c'est un move intelligent. Donc bravo à lui, j'espère qu'il combattra dans des bonnes conditions et voilà. Mais c'est quelqu'un au début qui a pas été mis à sa juste valeur. Il a galéré notamment sur les contrats, sur l'argent. Depuis Conor, il commence à toucher, mais avant, il faisait des runs incroyables et on ne le touchait pas. Il a toujours été un peu sous-estimé financièrement. Tout à fait. Mais je pense que c'est un bel exemple justement de résilience, j'ai envie de dire. C'est quelqu'un qui s'est battu pour arriver là où il en est aujourd'hui. J'ai longuement écouté ses interviews justement dans lesquelles il expliquait un petit peu son histoire et son rapport avec l'UFC, comme il était toujours considéré comme un underdog, comme un challenger, toujours tout au long de sa carrière. Et c'est un bel exemple justement comme quoi il faut se battre. Si les gens ne vous accordent pas la place que vous méritez, il faut l'obtenir par la force et pas leur laisser le choix. C'est ce qu'il a fait. Et non, c'est un bel exemple. Il faut lui reconnaître ça. C'est pas parce qu'on l'affronte aujourd'hui que c'est la guerre entre nous. On a la lucidité de reconnaître que c'est une légende du sport. C'est quelqu'un qui connaît parfaitement le fonctionnement, à l'image de son tweet d'il y a quelques jours. Donc voilà, respect à lui et que le meilleur gagne. On se projette pas, mais on est obligé d'y penser. C'est que si jamais il y a victoire, c'est un match-up super intéressant derrière, parce que derrière ils sont plus beaucoup en haut, hein, et puis Islam doit combattre, il combat pas beaucoup, c'est énorme. C'est effectivement un match-up intéressant quand on fait les calculs et qu'on regarde en fait le top 5 de l'UFC à l'heure actuelle, les différentes dates qu'ils ont de combat, les différents adversaires, et on se rend compte que Benoît, en cas de victoire, il pourrait avoir une très grosse opportunité, hein, c'est possible. Mais encore une fois, il faut rester très lucide, il faut prendre les combats les uns après les autres. On a déjà un gros objectif pour le 9 mars. Après celui-ci, on pourra passer à autre chose et parler de nouveaux objectifs, hein.